attendez qu'il ait sa semaine. Voilà. Moi, je viens pas en pyjama. C'est pas mal. Non, mais moi aussi, je suis dans le paradoxe du coup d'avoir passé beaucoup de temps à préparer cette conférence sur la flemmardise. Voilà. Donc, en préambule, je voulais remercier. Il y a quelques personnes parce qu'en plus, j'ai poussé le vice de la flemmardise jusqu'à aller solliciter des gens pour me donner des idées. Notamment Guylaine Meunier ici présente, mais aussi Cédric Ferrand, Gerhard Sidloffen, Batman the Blind, Tourte Dot, entre autres, qui me fournissent quelques-unes des idées dont je vais vous parler ce soir. Alors, en plus de la petite présentation, je fais aussi quelques petites précisions sur d'où je parle parce que ça va éclairer un petit peu les exemples et les choses que je vais dire ensuite. Notamment le fait que bon, j'ai un passé de joueur tradi assez important, mais maintenant je suis quand même pas mal versé dans le jeu de rôle plutôt indé. Je suis auteur effectivement de Grindel Mall, je suis auteur aussi d'une quarantaine de mini-jeux de rôle, c'est-à-dire un jeu de rôle de quelques pages, et puis de 3-4 autres jeux plutôt format zine. Mais je suis quand même un flemmard, je vous jure. Et puis j'ai plutôt tendance à être MJ que joueur, ça va être aussi important pour la suite. Et puis je joue aussi pas mal en ligne parce que j'aime bien jouer en pyjama, mais ça c'est moins important. Ce que je veux dire aussi en préambule, c'est que si la prépa pendant des heures, si les règles complexes, si passer 20 ans à écrire votre jeu, c'est ce qui vous fait kiffer, bah, c'est super, il n'y a aucun problème, et je le dis vraiment sans aucune ironie, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler des avantages de la flemmardise en jeu de rôle ce soir, ne serait-ce que pour tordre le coup à cette idée reçue, comme quoi, bah, en fait, pour que ce soit bien, il faut y avoir passé des heures, sans parler de la pression évidemment. Ça va être une approche plutôt pratique, et l'idée c'est voilà, c'est comment on peut tirer du plaisir, si possible partager, parce qu'on est quand même dans un loisir où on partage les choses, comment en faire le moins possible et en tirer quand même du plaisir. Alors, déjà, il faut avoir les bons outils pour ça. On ne peut pas être flemmard avec n'importe quel jeu, malheureusement, puisque, en fait, il y a des freins à ça. Beaucoup de jeux vont demander un investissement temporel et un investissement mental important, notamment à cause du type de partie auquel ils invitent. Des parties qui vont, je vais y revenir, prendre beaucoup de temps à préparer, etc. À cause de leurs règles qui peuvent être difficiles à maîtriser, et puis à cause de leur univers foisonnant qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Et évidemment, Guylaine en a parlé un petit peu, c'est souvent sur les épaules du MJ que repose toute cette charge, donc, notamment de pression technique, mais pas que. Et donc bah, la première solution, c'est tout simple, c'est de jouer sans MJ. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas disparaître la charge, évidemment, mais ça fait se répartir la charge. Et les jeux sans MJ sont pensés pour ça. L'ancêtre du genre, c'est Dream Askew de Avery Alder, qui est sorti d'abord en 2013, c'est la première édition, qui est lui-même d'ailleurs dérivé de Apocalypse World, qui est le jeu qui te dit que c'est mieux de laisser les joueuses répondre à ta place quand tu es MJ. Mais ça, j'y reviendrai aussi après. Et puis, un exemple plus récent de jeu Belonging Outside Belonging, c'est Bois dormant de Melville qui est sorti l'année dernière. Alors les jeux Belonging Outside Belonging, donc c'est des jeux sans MJ dans lesquels, en général, ça varie un petit peu, mais en gros, le rôle du MJ est éclaté entre les différents participants autour de la table, notamment au niveau de la maîtrise et du dernier mot sur les différents éléments de la partie. Par exemple, ça va être, toi tu vas avoir le maître mot sur la nature, toi tu vas avoir le maître mot sur les humains, toi tu vas avoir le maître mot sur la ville, etc. Ce qui permet déjà de pouvoir se focaliser sur un seul truc et donc de ne pas avoir le cerveau trop plein d'infos avec lesquelles il faut jongler en même temps. Et Bois dormant va d'ailleurs plus loin que ça, avec une approche que je trouve vraiment très intéressante sur cette question de charge mentale, puisque dans Bois dormant, Melville propose de se répartir tout un tas de fonctions autour de la table, et pas que les fonctions. Je vous laisse gérer ça. Bah non, mais là, je pense que c'est juste pas le cas. Je pense que c'est juste le cas. Je me demandais si c'était pas le rétro.
après, je peux faire sans affichage. Hein. C'était vraiment illustratif. Donc, ce serait. Rebranche. C'est bon, il l'a. là. Suspense. Faut aller acheter bois d'or. La suite en DLC. Qu'est-ce qu'on peut les rendre? Là, il l'a. Je vais peut-être continuer en attendant. On va juste essayer une fois d'éteindre et qu'elle va allumer. Ok. Enfin, c'est pour ça que j'avais fini un quart d'heure plus tôt de toute façon. Bah ouais, je savais que ça allait planter. D'accord. Deux autres conférences, c'était quand même vachement mieux. Ça se voit qu'elles étaient bien préparées. Hein. Le secteur a pris à cœur tes Bah oui, conseils. il a. Ouais, bah oui. Sinon, on mime les illustrations qu'elle a prévues. C'est possible. C'est faisable. Après, le GDF sans MJ, c'est la présentation sans binôme. Ouais, c'est ça. La viande à prendre. Non mais si vous voulez que je parte, faut le dire. Mais tu vois, la bonne nouvelle, c'est que Guylaine nous a donné 15 minutes pour régler ce problème. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas du tout de bouton là-dessus où on pourrait le relancer. Comment être un projet? Si, t'en as un de ton côté? Derrière. Ouais, faut une commande. Alors, tous les petits pourront me dire que ça n'a jamais arrêté personne. En fait. Fait divers, Non, mais accident. vous l'avez. Il y a un timbre On sent le jeu de rôle remis en cause. Ouais, peut-être. Mais. Dans la Ça n'est pas trop. Encore On le l'a jeu. donné rapidement. Toujours le Comment en fait qu'il n'y a pas eu de panique rapide? Ça passe trop bien. Attends, Non mais vous prenez pas la tête, hein, franchement. Bah, ce serait ça, je crois. Ouais mais ouais. Comme vous voulez. Il vient de faire la lumière. Ouais, là, Il c'est déroule, il est vert. Ah, je sais plus quoi en parler. je vais recommencer. Mais en parlant très vite. Ça ira pour le Non, mais la carte. Ça vient, c'est pas bon. Ah, Je suis comme à la dire que c'est le cas. bah, c'est pas le truc qui est mort parce qu'ils mettent à l'affichage de je cherche la source. Bah ouais, c'est ça. Ah, Là, moi, je l'ai mis ici. Donc il est nouveau en je cherche la source. Si vous repartagez sur l'ordinateur, L'ordinateur, lui, il croit qu'il est partagé en tout cas. Ouais, ouais, parce que l'écran, c'est. Il est en recopie, donc c'est bon. Voilà. Parfait. Donc en préambule, je voulais dire que. Ouais, donc j'en étais aux fonctions, à la répartition des fonctions dans Bois dormant. Ce qui est très chouette en fait, c'est que, là c'est tout petit mais je vais vous le lire un petit peu, ça va au-delà de juste se répartir les charges de la partie. Ce que propose Melville, c'est que en fait, c'est une personne différente qui s'occupe de ces 6 choses-là. Et que donc ça va être... Alors on peut en endosser plusieurs à la fois, c'est pas forcément 6 personnes différentes, mais en tout cas il y a cette possibilité-là, que ce y ait une personne qui ne s'occupe que de recevoir la partie chez soi, s'assurer que tout le monde est confortable, que voilà, on est dans un endroit propre, qu'éventuellement elle va aussi ranger après, etc. Il y a une personne qui va s'occuper de la nourriture, qui ça ne veut pas forcément dire comme celui que c'est la personne qui paye, mais en tout cas c'est celle qui va coordonner cet aspect-là. Il y a la partie qui est un peu plus classique, c'est-à-dire la joueuse qui va s'occuper des règles du jeu. C'est ce qui se rapproche peut-être le plus de ce rôle de MJ traditionnel.
Et puis il y a aussi voilà, prendre des notes pendant la partie, éventuellement si on est dans un jeu en campagne, c'est elle qui va faire un rappel au début de la partie de voilà, il s'est passé ça la dernière fois. La logistique, donc la fonction comment dire, la plus ingrate, je pense qu'on est nombreux à le savoir, de trouver des dates pour jouer, de le rappeler aux autres, et puis éventuellement le matériel de jeu, et puis médiation. Là, c'est plutôt voilà, s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on a les outils de sécurité émotionnelle s'ils sont nécessaires, qu'on est tous raccord sur le contrat social, sur le ton à donner à la partie, etc. Et en fait, rien que de répartir ces aspects-là, ça permet, voilà, comme je disais, de s'enlever beaucoup de charges. Moi, de lire ça m'a débloqué des choses, notamment ça m'a rappelé quand j'ai commencé le jeu de rôle quand j'étais au lycée, et comme c'était moi le MJ, c'était moi qui achetais les bouquins, qui les lisais, qui me chargeait de tout ça en fait. Et en vrai, il n'y a pas de raison, même que ce soit le MJ qui achète les bouquins quand on y pense. Donc voilà, première remarque, c'est répartition des charges. Dans les jeux sans MJ, ça aide évidemment pour être un peu, tout le monde, un petit peu plus flemmard que ce qu'on était à la base. C'est des outils par ailleurs, ce dont je vais vous parler ce soir, qui marchent avec tous les types de jeux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça marche évidemment avec le bon vieux donjon, puisque là, le minimum peut-être pour jouer à donjon, c'est de faire un plan, mais il y a tellement d'outils, il y a des générateurs de donjons, il y a les fameux 5-room dungeons, dont on a ici quelques exemples. Donc en fait, comment en 5-10 minutes créer un donjon avec des éléments thématiques très clairs, donc l'entrée, l'énigme, le retour en arrière, ou disons le petit contretemps, un boss et puis une récompense. Alors en jouant évidemment avec les formes, avec l'ordre de ces éléments, avec la nature de ces éléments, mais disons, voilà, ça c'est comment faire un donjon en 5 minutes. Et c'est aussi possible, deuxième exemple que je vais prendre, c'est avec le jeu d'enquête, parce qu'on pourrait croire que le jeu d'enquête, ça demande énormément de préparation, c'est peut-être le type de jeu qui va demander le plus d'efforts au MJ notamment, mais pas que, pour que la partie soit agréable. Et en fait, c'est pas forcément le cas. La solution pour ça, c'est l'enquête improvisée. Deux exemples, deux cas de figure rapides. Le premier, c'est Brindlewood Bay de Jason Cordova, qui est sorti l'année dernière également, dans lequel on joue des manies qui résolvent des enquêtes parfois avec des tentacules. Donc, jeu très très chouette, dans lequel en fait le cadre d'un scénario, d'une enquête, c'est une situation de base, une liste de coupables et une liste d'indices, et ensuite le MJ, et comme les joueurs, il ne connaît pas la solution à cette énigme, et il va la découvrir au fur et à mesure, quand les joueurs vont découvrir un indice via certaines mécaniques de jeu, il va essayer de faire coller l'indice au contexte actuel de la partie, et c'est les joueuses qui décident que, ok, maintenant on a 7, 8, 9 indices, on peut passer à la résolution, et on va voir avec un jet de dés si la solution qu'on a trouvée, c'est-à-dire la manière dont on agence ces différents indices, colle ou pas. Donc c'est une solution pour faire de l'enquête en mode flemme. Un autre exemple, c'est un jeu de Com Martin qui s'appelle Enquête buissonnière, qui est sorti en 2018, et vous en avez tous un exemplaire sous votre siège. Non, c'est pas vrai. Là, c'est un peu le même principe, hein. On a des listes d'indices flottants que les joueurs vont découvrir scène après scène, et à la fin de la partie, ils vont essayer de mettre ces indices ensemble pour voir à quelle solution on aboutit. Alors, c'est un peu triché par rapport au jeu d'enquête traditionnel, puisque là, le présupposé, c'est quand même qu'on trouvera forcément la réponse à la fin de la partie, ce qui, pour certaines personnes, pourrait sembler une hérésie. En même temps, ça assure aussi de faire des parties où on n'est pas frustré parce qu'on n'a pas, on bloque pas, on n'a pas un MJ qui vous dit « mais vous comprenez rien, bande de buses ». Donc, moi, je trouve que c'est une bonne solution. Donc voilà, on peut être flemmard avec tous les types de jeux. On peut aussi, et peut-être surtout, être flemmard avec les règles. Plus c'est simple, plus c'est facile à retenir, et mieux c'est. Et mon maître étalon, qu'on voit ici, mais il y a d'autres formes que je vais vous montrer juste après, c'est une page A4 maximum pour résumer les règles. Et c'est encore mieux si ça tient sur la feuille de perso. Donc ça, c'est ma préférence personnelle. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là. Mais ce que je trouve intéressant avec ce maître étalon, c'est qu'il exclut par exemple la plupart des jeux PBTA, donc propulsés par l'Apocalypse, qu'on pourrait pourtant penser simples,
avec leur liste de moves qui te disent quand est-ce que tu agis, donc j'ai pas trop à penser, etc. Mais en fait, finalement, il y a pas mal de jeux PBTA, à commencer par Apocalypse World qui est le premier, qui en fait demandent beaucoup d'efforts parce qu'il y a peut-être 2, 3, parfois 4 pages de moves différents, c'est beaucoup de choses à retenir. Et d'ailleurs, c'est l'inverse par rapport à cette question de résumé des règles. C'est aussi une bonne illustration. S'il n'y a pas de résumé des règles, c'est sans doute que ce n'est pas un jeu pour flemmards. L'exception, parce qu'il y en a toujours, c'est bien sûr les jeux qu'on découvre en y jouant. Par exemple, alors oui, ça c'est un résumé des règles, pardon, j'avais oublié celui-là, de D&D 5e édition. C'est pas une seule page, c'est une des 25 pages des résumés des règles. Voilà, donc l'exception, c'est For the Queen. For the Queen, il n'y a pas de résumé des règles. Pourquoi? Parce que c'est un jeu d'Alex Roberts, sorti en 2019, dans lequel on découvre le jeu en y jouant. C'est un jeu qui se présente sous la forme d'un paquet de cartes. On tire les cartes au fur et à mesure. Les 10 premières cartes, c'est les règles du jeu. Et après, le reste des cartes, c'est que les questions. Donc là, il n'y a pas besoin de résumé de règles parce que en fait, les règles sont tellement simples qu'on peut les expliquer en 5 minutes. Alors, des exemples de bons résumés de règles selon moi. Il y a par exemple Electric Bastion Land de Chris McDowell, sorti en 2020. C'est par ailleurs un excellent jeu pour flemmard parce que au niveau de la présentation des infos dans le jeu, tout le jeu est présenté, enfin toutes les unités de contenu du jeu sont présentées soit sur à chaque fois une page ou sur des doubles pages. Donc si on cherche quelque chose en particulier, on a juste à avoir 2 pages devant soi et on n'a besoin de rien d'autre. Et l'intégralité des règles du jeu sont sur cette page, sachant qu'il y a quand même une colonne entière pour les dégâts. Donc c'est quand même assez simple à retenir. Un autre exemple, c'est Mouse Ritter d'Isaac Williams qui est sorti en 2019 et qui est d'ailleurs inspiré du jeu précédent de Chris McDowell qui s'appelle Into the Odd, qui est aussi un jeu avec des règles très simples. Donc là, c'est une page A5 de résumé des règles, avec en plus le luxe d'avoir des conseils, en plus des résumés des règles, donc on a vraiment tout sous les yeux. On a Psyrun de Mega Baker, sorti en 2012, dont je présente ici la version française, sortie chez Electric Goat en je ne sais plus quand, quelques années plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est à la fois le résumé des règles et le tableau de résolution du jeu. C'est une feuille qu'on va poser à plat sur la table, sur laquelle on va lancer des dés, répartir des dés. Et donc ça, c'est impeccable parce que c'est une feuille que tout le monde a sous les yeux pendant toute la partie, MJ comme joueur. Et vraiment, une fois qu'on a compris comment fonctionnait cette table, on n'a besoin de rien d'autre, à part peut-être 2-3 éléments sur les feuilles de personnages. Et donc là, non seulement les règles sont résumées, mais elles le sont pour tout le monde en même temps. Donc on n'a vraiment aucun effort à faire pour retenir les règles. Et puis bon, je refais ma pub. Avec là, c'est 2 feuilles de personnages de 2 de mes jeux, donc Grindon Mall et 2 étés, où j'ai fait en sorte d'avoir des règles suffisamment simples pour qu'elles soient résumables en bas de la fiche de perso. Et on voit que entre Grindon Mall sorti en 2020 et 2 étés sortis en 2021, je suis devenu encore plus flemmard parce que les règles sont encore plus simples. Encore plus simple, côté joueur, côté MJ, c'est un petit peu différent. Donc voilà, un résumé des règles, c'est toujours bien si on veut être flemmard. Et puis, la taille du jeu en lui-même est pour moi importante. Les jeux courts sont souvent les meilleurs pour flemmarder. Et là, c'est pas tant une histoire de nombre de pages que de temps de lecture. C'est pour ça que, par exemple, Electric Bastion Land est un bon exemple. C'est un jeu qui fait sa bonne 300 de pages, format A4, couverture rigide, tout ce que vous voulez. Mais en vrai, si j'ai une partie de Electric Bastion Land à lancer dans 1 heure, je peux prendre juste 20 minutes à trouver les pages qui m'intéressent, à préparer ma partie. Le reste du temps, je vais le consacrer par exemple à faire des toasts au houmous, c'est très bon. Et du coup, voilà, ça me libère du temps. Donc évidemment, si le jeu est court, je peux le lire en entier avant la partie, mais parfois c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que le temps pour retrouver les informations soit court. Alors, c'est le moment de parler du site Trop Long Pas Lu que j'ai cofondé avec Julien Poire et Melville, dont je parlais juste avant. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a créé, mais l'idée de ce site c'était de rassembler un maximum de jeux, c'est marqué là, qui sont gratuits au téléchargement, qui font entre 1 et 10 pages, et donc qui sont donc lisibles très rapidement. On peut même les lire juste avant de jouer.
On peut en imprimer un exemplaire pour chacune des personnes autour de la table, donc chacun repart, déjà chacun va avoir les règles du jeu sous les yeux, mais chacun repart avec son exemplaire du jeu. Donc c'est un bon outil pour les flemmards, et si on l'a créé, c'est parce qu'on est flemmard, donc la boucle est bouclée. Il y a évidemment ceux de la star du genre Grant Howitt, dont je vais reparler un petit peu après, qui fait des jeux en une page, un par mois, depuis je ne sais plus 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et puis on a des jeux comme ceux de John Harper. Ça c'est Letters and Feelings qui date de 2013, qui est un jeu en une page, qui est très bon pour les flemmards parce que c'est en une page, c'est très court, il n'y a que un jet de dés, il n'y a que 2 stats, il y a des tables aléatoires, voilà, c'est pour faire des aventures dans l'espace où il y a aussi plein de sentiments qui s'expriment. D'ailleurs il y a un hack de jeu qui s'appelle Tardis et Sentiments, si vous voulez faire du Doctor Who, qui marche très bien. Et puis il y a Lazy Blackbird qui est un exemple intéressant qu'il a sorti avant Letters and Feelings en 2009. C'est un exemple intéressant parce qu'il fait 10 pages, dont une page voilà, comme ça, de présentation de contexte. Il y a pas mal d'infos à absorber au début en lançant la partie. Et une fois qu'on est dans le bain, ça se passe bien, quoi. Mais c'est peut-être un léger contre-exemple de jeu court dans lequel il y a quand même un petit peu d'infos à absorber. Et puis bien sûr, il y a un certain Com Martin qui... bref. L'avantage de ces jeux, des jeux courts, c'est que c'est adieu les univers de 300 pages à mémoriser. Donc ça c'était le troisième point que je disais tout à l'heure, c'est les univers très denses, très fournis. Là, si le jeu est court, par élimination, d'ailleurs c'est souvent l'univers qui est éliminé. Hein. On va consacrer la majorité de la place aux règles, et puis l'univers va être co-construit. Et voilà, de façon générale, plus il y a de choses à mémoriser, moins on peut être flemmard. Donc côté univers de jeu, autant partir d'une page blanche, ou presque, ou alors laisser la création commune faire le boulot, voire laisser les autres faire le boulot. Et les jeux qu'on peut pitcher en une phrase sont pour moi l'idéal pour ça. Et je vais à nouveau prendre l'exemple de mes propres créations. Alors, est-ce que cette conférence est une excuse pour vendre mes jeux? Oui, mais vous ne pourrez jamais le prouver. Voilà, si je fais rapidement le pitch de chacun de ces jeux, ça va très vite. Grindon Mall, vous êtes des adolescents dans un centre commercial bizarre qui cherchent leur ami qui a disparu. 2 étés, vous incarnez un groupe d'amis à 30 ans de distance qui vont vivre des aventures à la fois dans leur adolescence et dans leur âge adulte. Pendant ce temps dans le métro, vous êtes les habitants d'une cité surréaliste et onirique, et de temps en temps vous prenez le métro, il vous arrive des choses extraordinaires. Et puis Aventure à Plume, ça c'est le plus court que je puisse faire jusqu'à aujourd'hui, c'est on joue les aventures de Picsou. Alors, il y a un point commun à ces jeux, c'est que pour 2 d'entre eux, Grindon Mall et 2 étés, c'est des univers à peu près contemporains, qui se basent en tout cas sur des choses réalistes. Donc il y a déjà toute une partie de l'univers qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Pendant ce temps, dans le métro, il y a des canons esthétiques qu'on peut tout de suite citer, en commençant par l'excellent jeu de rôle Itrasby chez 2D Sans Face, qui est aussi pas loin sur le stand, allez l'acheter, il est très bien. Et puis tout un tas de choses, voilà, si je dis ça se passe dans les années 20 en Europe, etc., on a des canons en tête. Et puis pareil, les aventures de Picsou, a priori, on connaît un petit peu. Donc en fait, j'ai pas besoin d'expliquer, de prendre du temps pour expliquer l'univers de ces jeux, parce que c'est des univers qu'on a déjà en commun. Mais je reviens un peu en arrière, je parlais de pourquoi c'est bien de laisser les autres faire le boulot. Et ça va m'amener à parler de comment, et aussi surtout de pourquoi être un MJ flemmard. Alors pour ça, le mieux c'est évidemment les jeux sur MJ, comme je le disais, mais sinon quelques idées sur la question du MJ flemmard. Alors déjà, pourquoi c'est une bonne idée? À part pour les questions de pression, sur lesquelles on retombe à nouveau, c'est aussi une question de gain de temps. Être MJ flemmard, ça veut dire arrêter la préparation de scénario et de parties pendant des heures. Il se trouve que moi, dans la vie, je suis prof, donc l'arnaque de je passe 3 heures à préparer un cours d'1 heure, et puis en plus, finalement, je vais plutôt y passer l'après-midi, puis finalement, en fait, ça va me servir à rien, je connais très bien. Et déjà que c'est chiant au boulot, donc dans la vie et dans le jeu de rôle, moi, j'en veux pas. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de solutions pour ça. Déjà, il y a l'improvisation, évidemment. Alors, il y a l'impro totalement totale. Itrasby, que je citais tout à l'heure, fait ça très bien.
Il y a les tables aléatoires, évidemment, on le connaît. Et puis, tout simplement, jouer à des parties ou à des scénarios qui se résument ou qui se comprennent du côté MJ en quelques dizaines de minutes tout au plus. Et là aussi, ma règle, moi, c'est la règle du ratio, c'est-à-dire 1 heure de préparation pour 1 heure de partie, c'est déjà largement suffisant. Moins, si possible, c'est pas mal. Et au-delà, c'est du gâchis parce qu'après, j'ai plus le temps de préparer mes toasts au mousse. L'autre raison pour laquelle c'est une bonne idée, c'est pour que le poids de la partie ne repose pas que sur le MJ. Et là, c'est la pression sociale dont parlait Dylan tout à l'heure. Si la partie réussit, quand je suis MJ flemmard, ben, c'est tant mieux, et c'est pas que grâce à moi, c'est aussi grâce aux autres, donc tout le monde est content. Et puis si elle rate, bah, je vais me trouver un peu moins nul parce que la faute, entre guillemets, est partagée, ou en tout cas je peux me dire que bon, ben, c'est pas que ma faute, peut-être que, comment dire, communément, on a raté quelque chose. Et moi, sur ce point-là, mon kiff, c'est laisser les joueuses complètement gérer la partie. Je lance un truc, et puis ensuite, je me contente d'être spectateur MJ. Bon, là, c'est peut-être la flemmardise extrémiste, mais ça permet en tout cas, ce dont je vais vous parler, de faire ça. Cette idée que le MJ peut être un flemmard, elle est pas neuve en fait. Hein. L'OSR le dit depuis très longtemps, le répète même. Je prends pour exemple cet article qui est sorti dans le numéro 3 de NOC, qui vient tout juste de sortir, excellent magazine sur l'OSR. Donc un article qui s'appelle Less Rules to Do More, écrit par Justin Hamilton. Et qui propose de s'éloigner d'un focus sur les règles pour se recentrer sur le fait de faire du roleplay, notamment. Et Hamilton le rapproche cette façon de faire de celle des premiers rôlistes dans les années 70, 1970. Je dis 1970 parce que, en fait, ça se rapproche aussi beaucoup, à mes yeux, de la pratique qu'on appelle celle du Free Kriegspiel, qui est quelque chose qui a été inventé dans les années 70, mais cette fois-ci 1870, en 1876 exactement, donc ça fait vraiment longtemps qu'on est des flemmards en fait. Le Free Kriegspiel, c'est, si je vais sans doute dire des bêtises, mais à la base, c'est de la pratique de jeu de wargame en remplaçant la connaissance exhaustive des règles par tout le monde par la présence d'un arbitre central qui, du coup, ne prend pas forcément part à la partie et dans sa pratique extrême, on va dire, le Free Kriegspiel, c'est en fait, il n'y a plus de jet de dés, il n'y a plus de choses techniques. C'est un peu l'ancêtre du fameux rulings not rules, c'est-à-dire des jugements et pas des règles. Il y a une espèce du fait de délaguer complètement, j'allais dire délégation, c'est pas ça le mot, voilà, l'idée de délaguer le plus possible les règles. Alors, ça c'est un extrait d'un post de Sigve Solvag qui décrit comment ça se passe quand on joue au Free Kriegspiel, donc au FKR. Et ce qu'il dit, pour aller vite, c'est que le FKR, c'est aussi une façon de jouer réaliste, dans le sens où on va se passer des termes techniques, on va se baser sur des intuitions réalistes plutôt que des règles. Bah, si tu sautes la fenêtre du 5e étage, ça va pas bien se passer pour toi a priori. Si tu vas donner un coup de poing, ça va faire mal, etc. Et puis, il y a quand même un espèce de pseudo-système de résolution qui va être le jugement de l'arbitre. Il peut quand même y avoir des règles, il peut quand même y avoir des jets de dés, hein, mais d'après ce que j'en ai compris, c'est que, bah, en fait, tout ça, c'est pas très loin de ce que moi je faisais quand j'étais dans la cour d'école et qu'on faisait des espèces de proto-jeux de rôle. Ah, bah on dirait que là, je saute dans le trou, bah non, tu peux pas parce que tes jambes sont en caoutchouc, etc. Il y a la logique, il y a une logique derrière tout ça, et en fait, avoir cette logique commune autour de la table, ça fait que le MJ n'a plus à se préoccuper des règles hyper complexes parce qu'elles sont déjà gérées par la logique de l'univers de jeu, par une espèce de compréhension commune de cette logique. Donc voilà, c'était une petite parenthèse historique pour montrer que ce que je dis, ça ne se limite pas au jeu indé, et ça ne se limite pas non plus à quelque chose qui serait apparu comme ça il y a 5 ans, quoi. Ça date d'il y a assez longtemps. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir plus flemmard comme MJ? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Et je l'ai d'ailleurs posée sur Twitter au début du mois, parce que je n'allais quand même pas faire tout l'effort moi-même. Et alors, ce qui est beaucoup ressorti des réponses, c'est que souvent, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Je ne vais pas tout vous citer, je vais vous citer les choses qui sont revenues un petit peu. Notamment le fait que demander aux gens ce qu'ils attendent, c'est une bonne idée en fait, pour être sûr de préparer que ce dont on a besoin. Si moi dans ma tête de MJ je voulais faire du drama sentimental et que mes joueurs disent non, ce soir on veut buter des orques, je vais peut-être ajuster un petit peu non seulement mes attentes, mais aussi ma préparation. Je vais peut-être essayer de faire de la romance chez les orques, mais je vais quand même réviser mes règles de baston au cas où. Et d'ailleurs, gérer les attentes en amont de la partie et annoncer clairement le ton recherché, c'est aussi une bonne idée. Que ce soit au moment où je contacte les gens pour lancer une partie ou juste avant de se mettre à table, de dire bon, je vous préviens, ce soir c'est total déconne, donc ne cherchez pas à jouer sérieux, ça ne marchera pas, ou l'inverse. C'est plutôt une bonne idée. Et aussi, autre clé importante, c'est annoncer aux joueuses que, ok, je vous préviens, ce soir je vais beaucoup me reposer sur vous, je vais beaucoup vous poser de questions, je vais beaucoup compter sur vous pour amener des idées en jeu. C'est mieux de le dire en fait, parce que si on ne le dit pas, ça peut prendre à revers les joueuses qui s'attendaient à être flemmardes. Et je vais passer à leur cas juste après. Donc voilà, les idées pour que la partie se passe sous le signe de la flemme et se passe bien, hein, c'est en fait annoncer qu'on va être flemmard, tout simplement. Et puis avoir des outils d'improvisation. Alors j'en ai mentionné déjà, hein, les tables aléatoires, les techniques d'improvisation, etc. Et puis je rajouterais aussi peut-être le fait de ne pas trop anticiper. Ça sert à rien en fait de se dire dans sa tête ok, alors il va se passer ça, puis ensuite ils vont arriver là, puis là ce sera la scène finale, etc. Ça marche jamais, ça marche jamais. Et en fait, alors quand on a de la bouteille, ça peut être pas mal pour pouvoir se rattraper aux branches quoi qu'il arrive. Et puis ce qu'on m'a aussi beaucoup cité comme astuce, c'est tout simplement la réutilisation. C'est-à-dire prendre, on n'a pas d'idée, prendre le pitch d'un film, le pitch d'un livre. Si c'est un livre que potentiellement les joueurs ont lu, l'annoncer. Ce soir on va se refaire Les Dents de la Mer, tiens ce soir on va jouer à la Communauté de l'Anneau mais seulement en 2 heures parce que sinon voilà. Et donc vous connaissez déjà la fin, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous amuser. Après tout, ça peut être sympa de refaire le film tel qu'il a été écrit, ou justement de dévier de l'histoire du film. Pour moi, c'est pas un problème. Et ça permet de se libérer un petit peu de ce poids décisionnel. Et d'ailleurs, si vous voulez ne rien décider du tout, ce qu'on m'a aussi beaucoup conseillé, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au jeu propulsé par l'Apocalypse. Laissez les joueurs prendre les rênes. Ok, vous arrivez dans une pièce, j'ai aucune idée préconçue de quoi ça ressemble, allez-y, décrivez-moi tout. Ou alors, tiens, un joueur qui me demande est-ce que dans cette pièce il y a une couronne magique, j'en sais rien, je lance un dé, et puis si c'est pair, c'est oui, si c'est impair, c'est non. C'est des astuces un petit peu basiques, mais ça fait du bien de les rappeler pour dire que, pour montrer surtout qu'on a en fait beaucoup d'idées pour être flemmard. Une autre astuce par rapport au nom qui m'a été citée par une certaine Guylaine Lemignot, parce que ça fait partie aussi de la préparation. Surtout par exemple si on joue dans un univers fantasy, oh là là, il faut que je trouve 50 noms de PNJ qui font un peu exotique pour coller, pour pas être ridicule, pour pas dire bon alors là vous rencontrez un tavernier et puis il s'appelle Robert Tavernier, voilà. L'astuce que m'a cité Guylaine, c'est prendre un objet dans son champ de vision et en mélanger les syllabes ou les lettres. Donc, par exemple, vous avez un stylo devant vous, et votre PNJ va s'appeler Lotis, ou il va s'appeler Oltis. Et ça marche aussi avec les noms de pays ou les noms de villes. Par exemple, on est à Lausanne, et donc le tavernier va s'appeler Zanlo, ou Enasol, par exemple. Ça demande un peu de gymnastique mentale, mais c'est pas mal pour improviser sur le pouce. Donc voilà, vous avez votre jeu bien court comme il faut, vous n'avez rien préparé, vous avez dit à vos joueurs ce soir je vais rien foutre, donc c'est bon, vous êtes prêts en fait. Sauf si vous êtes joueur, puisque là, il y a quand même un minimum d'efforts à faire. Un minimum d'efforts à faire, même si
En réalité, les mêmes principes que je viens d'énoncer vont pouvoir s'appliquer. Hein. Choisir des jeux aux règles simples, avec des résumés en une page maximum, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça marche pour tout le monde, que ce soit MJ, joueur, etc. Ah oui, pardon, ça pour la joueuse flemmard, c'était ça. Si vous jouez à un jeu sans préparation, d'ailleurs, vous aurez encore moins d'efforts à fournir qu'avec un rôle de MJ quand vous êtes joueuse. Et là, précision importante, je parle des efforts à fournir avant la partie. Voilà, connaître les règles, savoir à quoi on va jouer, est-ce qu'on est d'accord sur le ton, etc. Être flemmard pendant la partie, ça me paraît plus compliqué, même si je pense que c'est important de réhabiliter les joueurs flemmards, les joueurs plantes vertes, les joueurs spectateurs. Moi, ça me va très bien, en fait, même en tant que MJ, d'avoir quelqu'un autour de ma table qui me dit non, là ce soir je vais être flemmard. Mais il faut le dire. Si je m'en rends compte en cours de partie, ça peut être un peu chiant. Par contre, et ça m'arrive assez souvent, on a tous des vies fatigantes. Et donc quand on joue le soir, moi ça m'arrive d'avoir des joueuses et des joueurs qui me disent ok, ce soir je suis crevé, donc mon cerveau c'est du liquide, donc je vais juste vous écouter, de temps en temps un petit peu participer, et en fait c'est parfaitement ok. Et du coup le rétro est d'accord d'ailleurs. Et après bon, si tout le monde est flemmard autour de la table, ça pose peut-être problème. Mais tant qu'on est prévenu, tant qu'il n'y a pas que ça autour de la table, c'est ok pour moi d'avoir des plantes vertes. L'autre principe, il faut que je rebranche, L'autre principe qui peut être utile, je pense, de respecter pour être un joueur flemmard, c'est celui de la transparence. Là aussi, c'est pas quelque chose de très, super, ça marche, de très innovant. Mais un jeu en transparence, donc on se dit tout, c'est pas mal, ça évite les apartés inutiles, ça évite de se fatiguer à éventer des secrets, de perdre du temps à détricoter les alliances clandestines, etc. Ça, c'est mon camarade Ours sur Twitter, qui dit souvent que quand il joue à des jeux à secrets, il dit les secrets dès le début de la partie. Alors, ce soir, on va faire un jeu d'enquête et le meurtrier, c'est le majordome. Comme ça, au moins, c'est clair. Maintenant que ça s'est évacué, on peut passer le reste de la partie à s'amuser et à pas se prendre la tête à résoudre l'enquête parce qu'on sait déjà à la fin de la partie que ce sera ça. Donc là aussi, hein, c'est un peu de la flemmardise extrémiste, mais ça peut être utile. Je ne vais plus essayer, hein, je crois que je vais laisser le truc vivre sa vie. Donc voilà, comment être un MJ flemmard, comment être un joueur flemmard. Et puis pour finir, je voulais vous parler d'être un auteur flemmard. Parce qu'il y a aussi la pression créative dont a parlé Guylaine, et ça me semble important de montrer que en fait, même créer des jeux, on peut le faire de manière flemmarde. Même si là, attention, je fais une différence entre être flemmard et être consciencieux. Moi, je suis les deux, personnellement. C'est-à-dire que je ne veux pas attendre trop longtemps avant de pondre un jeu, je ne veux pas faire trop d'efforts pour pondre un jeu, mais je vais tester le jeu, je vais le mettre en page, etc. Je vais fournir un peu d'efforts par rapport à ça. C'est pas un absolu, hein. Vous avez le droit aussi de faire des jeux qui sont une page Word pas mise en page, qui ne sont pas testés, etc. Mais là, pour moi, c'est un peu comme la transparence, il faut le dire. On a le droit d'être auteur flemmard, on a même le droit de faire payer pour des jeux d'auteur flemmard. Mais par contre, il faut que les gens qui vont jouer au jeu, qui vont potentiellement l'acheter, soient au courant, pour pas justement se sentir piégés par la flemmardise. En tout cas, pourquoi être flemmard en production de jeu ? En fait, moi j'ai pas mal de cas autour de moi, dans les gens qui sont auteurs, de gens qui me disent ouais, ça fait 10 ans que j'écris mon jeu, et puis là j'ai presque fini, mais en même temps là ça fait que 15 ans que je le playteste, il faudrait encore que je le fasse quelques années, mais sans doute l'année prochaine je vais le sortir. Bon, c'est rigolo dit comme ça, mais en fait je trouve ça très triste, et c'est le cas de beaucoup de gens qui écrivent des jeux qui souvent, quand on en parle, donnent envie, on a envie d'y jouer, on a envie de les lire, on a envie de les acheter.
Alors certes, comme le disait Guylaine, on est tous et toutes auteurs, en plus de notre boulot habituel, en tout cas très souvent. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour bosser dessus, mais justement en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour bosser sur nos jeux, bah, autant ne pas y mettre trop d'efforts, dans le sens autant de ne pas passer trop de temps dessus pour ne pas être frustré aussi après, parce qu'un jeu qu'on a fait dans notre coin pendant 10-15 ans, on le sort et puis tout le monde s'en fiche, ou alors on essaie de le financer mais ça marche pas, etc. Bah, là aussi c'est la déprime totale, et la solution à cette déprime c'est la flemmardise encore une fois. Et pour ça, bah, si on ne veut pas rogner trop sur la qualité, ce qui est quand même plutôt une bonne idée, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il y a 2 solutions pour moi. La première, c'est vivre les jeux courts. Je vous parlais de Trop long pas lu tout à l'heure. Alors, je ne vais pas d'un seul coup pirater la conférence et vous faire une conférence sur les jeux courts. Mais là, je ne peux pas vous montrer Trop long pas lu, mais vous pourrez le constater en allant sur le site. Trollonpalu.fr, que en fait les jeux courts il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux sérieux, il y a des jeux de rôle, il y a des jeux de science-fiction, il y a des jeux de fantasy, il y a des jeux d'horreur, il y en a pour tous les styles. Il y a des jeux qui vont jouer en une soirée, en 2 heures, en 4 heures, il y a des jeux en campagne, il y a même des GN, tout type de jeux, tout type de parties, des jeux avec des sandés, avec des cartes, des dominos, tout ce que vous voulez. Bref, suffisamment pour prouver que bah en fait, on peut écrire un jeu court qui convienne à n'importe quel type de joueur et de MJ. Et que même des gens qui vont dire « Ouais, moi, mon truc, c'est les campagnes pendant 20 ans avec des combats tactiques, des personnages qui évoluent, etc. » Alors, je ne peux pas garantir que ça ira jusque-là, mais c'est possible, même avec un jeu qui fait 2 pages. Alors, je ne peux malheureusement pas vous faire la pub de mes propres promotions. Je pense que c'est la vraie raison pour laquelle le projecteur s'est éteint. Mais j'ai écrit un jeu qui s'appelle le projet Doppelganger, qui fait 2 pages, dans laquelle on explore des univers parallèles. Et c'est un jeu qui est fait pour être joué en campagne d'une demi-douzaine de séances. Donc ça en 2 pages avec quelques tables aléatoires, ça marche sans problème. Je l'ai testé et ça fonctionne. Je parlais de Grand O8 tout à l'heure. Il a créé un jeu qui s'appelle The Rules of the Deep en collaboration avec Jet Dragon, qui est un jeu en 1 page. Et c'est un jeu dans lequel on va explorer un donjon dans lequel on va s'enfoncer niveau par niveau, et plus on s'enfonce, et plus le niveau devient bizarre. Et le jeu est fait pour être joué à l'infini ou presque, puisque chaque groupe de personnages, à chaque exploration, l'univers de jeu va s'enrichir, et chaque groupe de personnages peut ajouter sa pierre à l'édifice du donjon. Et donc voilà, là c'est vraiment le ratio idéal, il y a 1 page, et le jeu, tu peux y jouer potentiellement toute ta vie. À peu près. Donc ça c'est la première raison, c'est les jeux courts. D'autre part, les jeux courts, pourquoi c'est bien? Parce que c'est moins de temps d'écriture, forcément, et c'est un temps qui par exemple peut être reversé dans du playtest. Et donc là on peut se dire ok, moi j'ai du temps de création à fournir, j'en ai pas tant que ça, je veux être flemmard mais consciencieux comme je disais tout à l'heure, et du coup je vais pas passer beaucoup de temps à écrire mon jeu parce qu'il va être court. Par contre, ça me laisse des heures de temps libre pour bien le playtester, bien le peaufiner comme il faut, parce que tout faire tenir en 1 page, c'est pas forcément évident non plus. C'est aussi, du coup, le jeu court, un jeu qui va se focaliser sur une proposition de jeu précise. Ne pas se perdre dans alors tu vas voir, avec mon jeu on peut tout faire. Ça marche pas. Et en fait, faire une proposition très restreinte, pour moi, c'est une très bonne idée, parce que déjà, en tant que temps créatif, ça permet de se focaliser sur une seule chose. En tant que MJ ou que joueur de ce jeu restreint, j'ai pas trop de choses sur lesquelles me focaliser. Je sais que ce jeu, ça va être ça et pas autre chose. Et puis, si c'est trop restreint, en fait, c'est pas grave, parce qu'il y aura sans doute un autre mini-jeu de rôle qui fera tout aussi bien le taf. Donc voilà, première raison pour laquelle, première solution pour être flemmard et être créatif, c'est le jeu court. La deuxième chose, c'est en fait, ça part plutôt d'un constat, c'est le chamboulement des circuits de publication. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut tout à fait encore passer par un système d'édition classique. Il y a de très nombreuses bonnes raisons de le faire, de l'aide éditoriale, de la prise en charge de la conception du jeu, de la diffusion, de la distribution du jeu, tout ça c'est vraiment des très bonnes idées
pour être passé par un éditeur classique. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que l'édition de jeux classique c'est de la merde, au contraire. Mais l'autopublication permet aussi un gros, j'allais dire un gros niveau de flemmardise, en tout cas, permet d'être flemmard. On peut balancer notre jeu maintenant à la face du monde dès qu'il est fini, en PDF, en impression à la demande, en gratuit, en payant, etc. Et il y a aussi des systèmes de full lancement, donc de financement participatif qui existent, qui ne sont pas forcément très lourds à mettre en place, qui demandent des efforts, ça, je ne dis pas le contraire, mais disons que voilà, cette idée reçue selon laquelle si on veut faire un jeu, il faut passer des heures à le concevoir, à le sortir, etc. est moins vrai aujourd'hui, même si voilà, il reste des impondérables, il reste le financement, il reste la diffusion du jeu, en faire la pub, ça on peut pas trop s'en passer. Donc tout ça c'est pas un absolu, hein, j'insiste là-dessus. Ce que je cherche à dire c'est que c'est possible en fait de faire tout ça. On n'est pas obligé d'être un auteur flemmard, on n'est pas obligé d'être auteur tout court, d'ailleurs c'est très bien de ne pas l'être, mais si on souhaite, il y a des solutions. Et qui dit auteur flemmard, dit jeu pour flemmard, dit donc expérience de jeu flemmard, donc la boucle est bouclée en quelque sorte. Je conclue juste en vous révélant un vilain secret, c'est qu'en fait, pour être flemmard, je pense, pour être un bon flemmard, il faut avoir un peu trimé avant, il faut avoir un peu d'expérience avant, notamment par rapport à l'improvisation. L'improvisation, ça ne se limite pas à on dit tout ce qui nous passe par la tête, ça demande à connaître un petit peu des techniques, à savoir un petit peu s'en servir. Mais je ne pense pas que ce soit une fatalité. Je pense qu'on peut naître flemmard, on peut le devenir, mais on peut aussi naître flemmard, à mon avis, dans sa pratique. On peut aussi, à mon avis, entamer une transition flemmarditique en douceur. On peut sortir de l'effort. Donc, flemmard de tous les horizons, rejoignez-moi. Voilà. Flemmard. Voilà. Est-ce qu'on fait la version question de Flemmard et on va la faire au bar? Alors, mais tu avais une question? Ouais, c'est juste, tu parlais de techniques d'improvisation. Est-ce que toi, tu as des ouvrages à recommander ou des techniques quelconques Non, j'ai pas d'ouvrage à recommander. Après, je vais encore une fois citer Yggdrasil, mais parce que c'est mon jeu de rôle préféré, mais notamment dans le supplément d'Yggdrasil, qui n'existe pour l'instant qu'en anglais, qui s'appelle The Menagerie. C'est un jeu qui repose beaucoup sur l'improvisation. C'est un jeu dans un univers surréaliste onirique, donc beaucoup sur l'association d'idées, sur des choses comme ça. Et en fait, ce que propose ce supplément, qui est applicable à mon avis à d'autres jeux, c'est le concept d'atelier en début de partie. C'est-à-dire on va un peu s'échauffer en fait l'improvisation avec quelques espèces de mini-jeux en fait finalement qu'on va faire en 5-10 minutes. Qui d'ailleurs sont des choses qu'on retrouve aussi dans le théâtre d'improvisation pour se mettre un petit peu dans le bain et pas se faire un claquage d'improvisation. Ça demande un petit peu voilà, d'improviser, ça demande de se mettre dans le bain pour être vraiment fonctionnel. Après, il y a des techniques, mais ça dépend des jeux en fait. C'est aussi ça l'autre chose. C'est qu'il y a des jeux avec lesquels l'impro total c'est possible, soit parce que l'univers de jeu, la proposition de jeu est suffisamment souple pour que en gros les joueurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent et il va y avoir du retournement en face, soit parce que tu connais hyper bien le jeu. Et d'ailleurs c'est un truc de flemmard, de faux flemmard dont j'ai pas parlé, mais les jeux de 300 pages hyper techniques, etc. On peut être flemmard avec, il suffit de les connaître par cœur. Voilà, c'est facile. Si tu connais le jeu par cœur, en fait, tu n'as pas besoin d'ouvrir, tu peux facilement improviser sur le nom d'un grand ancien et ses super pouvoirs parce que tu les connais tous déjà un petit peu par cœur. Donc voilà, l'improvisation, ça s'adapte aussi au type de jeu. Est-ce qu'on peut être flemmard et faire carrière chez les garloches de Vasberg? Oui, complètement. On peut complètement être flemmard dans Vasberg, même en tant qu'auteur. Vasberg, c'est un bon exemple, cela dit, parce que Vasberg, le système de jeu est aussi résumé sur la fiche.
Et il est tellement simple qu'on peut l'expliquer en 5 minutes. C'est un très bon jeu de convention pour ça. Et c'est aussi un bon jeu de flair parce que c'est un faux jeu d'enquête. Dans Wasburg, on incarne des gardes dans une cité médiévale un peu dégueu qui sont chargés de faire respecter l'ordre, mais comme ils sont nuls, en fait, généralement, les enquêtes qu'ils vont mener, ils vont rarement aller jusqu'au bout. Aussi parce que, et ça c'est un bon outil d'improvisation, le système de jeu fait que ça va souvent aller de mal en pis, ou en tout cas il va souvent y avoir des complications imprévues, qui fait qu'au bout d'un moment, l'avantage c'est, enfin l'idée c'est plus trop de résoudre l'enquête, c'est comment on va se dépêtrer de ce merdier dans lequel on s'est sorti. Donc ça c'est pas mal aussi en fait comme outil de flemmard, c'est je vais balancer plein de trucs à mes joueurs jusqu'à ce qu'ils oublient pourquoi ils étaient là à la base. Et après en fait ils n'ont plus qu'à eux-mêmes à chercher à se sortir du guêpier dans lequel ils se sont eux-mêmes fourrés. Et quand c'est aidé par les règles, c'est sûr que c'est mieux. Un bon truc de flemmard aussi, c'est le fluff. Ça m'arrive d'avoir un scénario à faire jouer à mes joueurs, mais d'abord, il faut qu'ils règlent tous leurs trucs avec leur PNJ. Ouais. Et du coup, on ne fait pas du tout le scénario. Donc j'ai un scénario pour la séance suivante. Ouais, ça c'est un bon truc de prof aussi, c'est ce que je dis. T'as prévu vachement de contenu pour ta séance pour ton cours, mais en fait, en 40 minutes, 45 minutes, t'as fait que le quart de ce que tu avais prévu, donc après t'es tranquille pendant un mois. Ça marche aussi pour le jeu de rôle, effectivement. Est-ce que le drama, c'est un outil de flemmard? Oui, le drama c'est un très bon outil de flemmard, on balance une bonne situation bien dramatique, on laisse les joueuses s'engueuler autour de la table et tout le monde est content parce qu'en fait les joueuses sont venues pour ça. Le MJ il est au spectacle, donc c'est super. Et ça peut prendre beaucoup de temps de partie. Alors après, bon, du bon drama, faut le préparer un petit peu quand même. Mais oui, c'est pas un hasard. Moi, c'est un de mes genres de prédilection et c'est pas un hasard, quoi, parce que c'est aussi ces genres de jeux qui se reposent beaucoup sur le dialogue finalement, donc évacue toute une partie technique. Ça, c'est toujours intéressant. Mais après, ouais, c'est des jeux de flemmard dans le sens où si tu connais, si tu es capable de faire agir les personnages de façon logique, si tu connais la logique de tes personnages, en fait, tu n'as rien besoin de préparer d'autre finalement. À part peut-être une bonne question bien sale au début de la partie pour lancer le truc, quoi. Après, ça repousse. Question un peu bizarre, mais est-ce que c'est pas effectivement un enjeu assez important pour le jeu de rôle en tant que média ou quoi? Oui, c'est ça. De justement vraiment faire passer cette idée qu'il est possible de faire des parties de flemmard, de jouer pendant uniquement 2 heures, comme on peut avoir justement des jeux de société où sur la boîte du jeu il y a marqué partie de 45 minutes à 1 heure ou de 20 minutes, des parties games, enfin des choses d'apéro, des choses comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que intuitivement comme ça j'ai l'impression que le jeu de rôle pâtit un petit peu, enfin s'il n'arrive pas à se démocratiser autant que plein d'autres types de jeux, c'est justement qu'il y a tout de suite cette idée quand même que c'est vachement lourd. Et comment, bon à part je dirais parler à un public qui déjà est peut-être un peu déjà convaincu, quoi, comment est-ce que le jeu de rôle à ton avis pourrait faire pour essayer de diffuser cette idée que... Ce qui est intéressant, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a cette culture de l'effort dont parlait Guilhem aussi, et c'est vrai que déjà, ce que tu évoquais, il y a déjà la gestion des attentes en fait, c'est-à-dire, comme tu dis, si sur la boîte de jeu c'est marqué ça dure tant de temps, c'est pour des joueurs débutants ou confirmés, etc., ça aide déjà un petit peu à ça, à mettre à mal cette question-là. Après, tout comme pour les jeux de société, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des jeux de rôle qui en ont un peu plus dans le ventre et qui vont jouer pendant des heures, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est pas du tout inhérent au loisir lui-même. Je te donne un exemple, c'est que moi, il se trouve que dans mon lycée, j'anime un atelier, un club de jeux de société et jeux de rôle, et j'ai pas mal discuté du coup avec des collègues profs qui font ça aussi. Et ce que vraiment tous me disent, c'est que quand tu fais découvrir le jeu de rôle à des jeunes qui n'ont jamais entendu parler du jeu de rôle, en fait, si le premier jeu que tu leur mets entre les mains, c'est un truc où tu leur montres que ça se joue en 1 heure, les règles elles s'expliquent en 5 minutes, etc.
en fait, ils vont pas trouver ça bizarre, ils vont trouver ça super cool. Et ça veut pas forcément dire que... et à l'inverse, quand après tu vas leur amener des jeux un peu plus complexes, ils vont se dire « Ah bah c'est chouette, je peux aussi faire ça ». Alors qu'effectivement, rétrograder et dire « Ah oui, faire sa transition comme je disais, et dire « Ah oui, en fait, je me rends compte qu'il y a aussi des jeux courts, etc. » C'est plus compliqué dans le sens où, pour que ça marche, il faut que... Enfin, il faut, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça marche mieux si les gros jeux qui te demandent de l'effort te posent problème, même si tu t'en rendais pas forcément compte, mais au moment où tu découvres le jeu court, tu te dis « Ah oui, en fait, là je me rends compte que ce truc-là, que j'ai toujours fait dans le pratique du horroriste, en fait, ça me fait chier, et je peux m'en passer. » quoi. Mais c'est plus difficile de faire connaître ça, effectivement, comme tu dis, à un public qui ne vient pas le chercher, à part, voilà, prêcher la bonne parole. J'ai pas de solution miracle pour ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que sur la scène anglophone, cette transmission-là se fait un peu plus, notamment par les actual plays. Les actual plays francophones, c'est quand même beaucoup du jeu très tradi où qu'on a les atours. Les actual plays anglophones, alors évidemment, hein, il y a beaucoup plus d'offres, mais on a aussi, par exemple, des jeux de grand O8 qui sont souvent joués, même sur des chaînes à grand audimat. Qui montre aux gens que c'est possible. J'ai pas l'impression, je connais pas trop le lien des actual plays, mais j'ai pas l'impression que la scène francophone se soit énormément emparée de ça pour le moment. Mais là aussi, bon, c'est une autre logique, je dévie un peu de ta question, mais il y a une logique mercantile aussi. C'est-à-dire, tu as envie de faire des vues, donc tu vas faire jouer à un jeu que les gens connaissent, donc ça va être un gros jeu, donc c'est un peu le cercle vicieux. Et ben on continue au bar. Allez.